Alors, je pense qu'on est en ligne, hein. Bonjour, Monsieur Delacvivier, bonjour Monsieur Abed. On va commencer donc ce débat aujourd'hui, ce débat public, hein, dont le sujet est Louis XX est-il le roi légitime? Alors, je me présente, hein, moi je suis juste le modérateur. Voilà, je vais faire une petite mise au point. Je suis ami de Paul à l'origine. Alors moi je suis catéchumène, hein, je suis pas baptisé. Je suis pas, même si je m'intéresse aux idées légitimistes, je suis pas légitimiste. Je fais partie d'aucune chapelle légitimiste en particulier. Donc voilà, c'est pour préciser mon impartialité dans ce débat. Donc je suis juste là pour modérer le débat. Alors ce débat est une demande de Monsieur Delacvivier suite à une petite controverse, je crois, sur Telegram, hein, qui justement a pour titre voilà la légitimité de Louis XX. Voilà. Alors, je pense dans un premier temps, ce qu'on va faire, à la demande de Monsieur Delacvivier, on va lire 3 prières. Je pense que ça vous dérange pas, Monsieur Abed? Non? Voilà. Avant de commencer, juste pour préciser aussi, alors pourquoi je suis modérateur. Paul voulait un modérateur. Monsieur Abed, vous en avez pas souhaité, je crois, hein. Vous n'avez pas jugé utile d'en avoir un? Non, voilà, d'accord, donc c'est pour ça. Donc on va commencer avec 3 petites prières que je vais lire au préalable, et ensuite je demanderai aux participants de se présenter eux-mêmes, et on tirera peut-être au sort, si vous êtes d'accord, Monsieur Abed, le premier qui prendra la parole. Voilà, avec une pièce tout simplement. Voilà, on fera un pile ou face. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Saint-Louis. Dieu notre Père, nous vous rendons grâce pour les merveilles que vous avez accomplies en Saint-Louis, à qui nous demandons d'intercéder pour nous et pour la France. Saint-Louis, vous qui considériez votre baptême comme le plus grand don reçu, ravivez en nous le désir de vivre en enfant de Dieu. Vous qui méditiez chaque jour la parole de Dieu, aidez-nous à retenir les enseignements de la passion de Jésus et à offrir notre vie par amour. Vous qui comprîtes en votre jeunesse l'horreur du péché, aidez les jeunes à grandir dans la droiture et la fidélité. Vous qui fûtes un époux et un père très aimant, aidez nos familles à être fermement d'unité pour notre monde. Vous qui serviez les pauvres et qui cherchiez la justice et la paix, ouvrez nos cœurs aux petits et venez en aide à nos dirigeants. Seigneur, à l'exemple et à l'intercession de Saint Louis, accordez-nous de prendre en pèlerin chacune de nos décisions de la terre en ayant en vue la vie du ciel. Amen. Prière à Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prière pour la France. Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi l'empire des Francs pour être dans le monde l'instrument de vos divines volontés, le glaive et le bouclier de votre sainte Église, nous vous en prions, prévenez toujours et partout de votre céleste lumière les fils suppliants des Francs, afin qu'ils voient ce qu'il faut faire pour réaliser votre règne en ce monde, et que pour accomplir ce qu'ils ont en vue, ils soient remplis de charité, de force et de persévérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vais vous demander de vous présenter, hein, l'un et l'autre. Alors, il n'y a pas d'ordre précis, hein, celui qui veut se présenter en premier. Allez-y, hein, pas de problème. D'accord. Très bien. Je m'appelle Paul Delacvivier, j'ai 34 ans, je vis au Japon, je suis père de 6 enfants et je suis un fidèle de la fraternité Saint-Pédis. Et pour ce qui est de ce débat, je m'occupe du magazine en ligne et papier Vexia Gallier depuis près de 8 ans maintenant. Vexia Gallier magazine, papier a été fondé il y a un peu plus d'1 an. Et sur Internet, il existe depuis déjà un certain temps. Et je suis aussi doctorant en histoire du droit. Voilà. Et je fais partie du cercle d'action légitimiste, donc mouvement légitimiste en France, qui essaie de faire une synthèse au niveau de l'esprit entre l'union des cercles légitimes de France et l'action française au niveau de l'action. Voilà.
je pense que ça suffit. Eh bien, très bien, merci pour cette présentation. Moi, Franck Abed, 43 ans. Je milite depuis 2004 et je me présenterai sobrement en disant que je suis catholique romain et monarchiste. D'accord, très bien. Juste pour rappeler un peu le débat, on va donc essayer de rester le plus dans le sujet, le plus possible dans le sujet. On va essayer de respecter un temps de parole alors qui n'est pas défini, mais qui est juste défini par la raison. Et puis, éviter effectivement de couper la parole. On va essayer de rester courtois dans le débat. Est-ce que vous avez une préférence pour le pile ou pour le face, monsieur Abed? Non, peu importe. Non, peu importe. Paul? Face. Enfin, si c'est face, moi, si c'est pile, monsieur Abed. Voilà. Alors, du coup, c'est face. Je montre. Voilà. Donc, je vous laisse commencer, monsieur Lagvivier. Je vais arrêter la caméra du coup de mon côté pour que vous soyez mis en valeur tous les deux. Alors je vais commencer. Peut-être le plus simple, je vais juste 2-3 minutes, parce que j'imagine que les auditeurs aussi ne connaissent pas tous la question. C'est savoir, je vais expliquer 2 points simplement. Qu'est-ce que c'est que le légitimisme, rapidement, et quelles sont les lois fondamentales? Donc, le légitimisme, c'est Raymond Aron qui fait cette distinction entre les 3 droites, bonapartiste, orléaniste, légitimiste. Et d'un point de vue historique, ça apparaît après la Révolution de Juillet, donc en 1830, où, disons que les serviteurs des rois traditionnels, Louis XVIII, à cette époque-là, Charles X, pardon, et Louis XVIII avant, se retrouvent, il y a donc cette révolution, et on les appelle donc les légitimistes, donc, qui suivent les règles traditionnelles du droit monarchique en France. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, avec une restauration ratée dans les années 1870 avec Henri V, le comte de Chambord. Et ça continue. Et aujourd'hui, donc, si on suit les lois fondamentales, qui sont la constitution coutumière du Royaume de France, le roi actuel, l'aîné des Bourbons, de la maison des Bourbons, donc c'est Louis XX. Donc ça, c'est le légitimisme. Donc c'est finalement un mouvement politique qui existe depuis longtemps, en tant que tel, avec ce nom après 1830, et qui se relie donc à la longue tradition française et catholique. Et simplement, les lois fondamentales, parce qu'en fait, le principe du légitimisme, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culte de la personnalité, on ne cherche pas on cherche à se soumettre aux anciennes traditions, toujours d'actualité, qui font la spécificité de la France, d'ailleurs, à ce sujet, qu'on appelle les lois fondamentales du Royaume de France, et qui consistent essentiellement à des règles, on dit, de dévolution de la couronne, donc c'est-à-dire pour gérer la succession. Et la particularité, c'est que c'est la loi dite salique, donc par les mâles, l'aîné, issu d'un mariage légitime catholique. Ce qui fait que ça, c'est une spécificité française. Selon les pays, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles de succession dans les différents pays. En France, il n'y a pas de vacances du trône. Vive le roi est mort, vive le roi. Et automatiquement, la couronne est dévolue, le mort saisit le vif, sans qu'il y ait de décision humaine. Voilà, je pense que pour poser le débat, et puis je laisse la parole à monsieur Abed pour y aller. Au départ, vous avez dit qui avait fait la distinction des 3 droites? Vous avez dit quelle personnalité vous avez dit? Monsieur Raymond Aron, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, mais vous allez me corriger si je me... Oui, c'est René Raymond, mais c'est pas grave. Alors, avant de commencer ce débat, je voudrais, en fait, si vous le permettez, énoncer 5 points introductifs, et non pas 3, pour ne pas faire une référence de 3 points qui vous savez. Et en fait, il me semble que ces 5 points me permettront d'établir les bases d'une saine disputatio. Alors, le premier point,
Je tiens à le dire, je suis très content d'accepter cette débat, cette confrontation verbale. Et pour être précis, voilà, je reprends la formule que vous avez utilisée par courriel. Je vous ai provoqué en duel. Et c'est vrai qu'en général, je réponds favorablement à ce genre d'échange quand l'intervenant est courtois et que le thème se montre intéressant. Et d'une manière générale, voilà, je ne refuse pas l'honneur d'être une cible, à la fois pour mes adversaires et contradicteurs. Le point numéro 2, c'est que ce duel a lieu en présence d'un modérateur que vous avez choisi. En fait, ça montre que vous prenez cet échange au sérieux. Le troisième point, donc le modérateur, je ne le connais pas, et tous ceux qui me connaissent savent que je ne juge jamais sans savoir reconnaître. C'est-à-dire que je ne dirais pas maintenant que c'est un mauvais choix en amont du débat. Ce ne serait pas juste de donner un avis avant la tenue de la joute verbale sur la qualité du modérateur. Par contre, j'insiste vraiment là-dessus. Je dis clairement que le rôle du modérateur sera central, essentiel, majeur pour la qualité des échanges, et je compte vraiment sur son sens de la justice, son impartialité et l'équité. Mon quatrième point, c'est, je le dis toujours depuis plus de 20 ans, la politique n'est pas une affaire personnelle, c'est une question d'idées, de doctrine, de concepts, de faits. C'est-à-dire que les considérations romantiques, personnelles, sentimentales, voire même ataviques, n'ont pas leur place dans ce genre de discussion. Je précise également, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, j'appartiens à aucune chapelle royaliste. C'est-à-dire que je suis parrainé par personne, je n'ai pas d'étiquette particulière liée à une boutique, comme vous par exemple. Voilà, je me définis comme catholique romain et monarchiste. Je suis un amoureux sincère de la cause royale parce que je crois vraiment à sa justesse. Et en fait, ma seule bannière politique et religieuse, en fait, est celle de la vérité avec un grand V. Et à titre personnel, voilà, j'insiste là-dessus, je défends aucune idole humaine. Et mon cinquième point introductif, et après on pourra passer au débat, au cours de cette discussion, j'espère vraiment que vous répondrez aux questions soulevées par mes soins. Alors, je prends 2 exemples volontiers grossiers pour expliquer ma position. Mais si tout à l'heure, dans le débat, je vous dis que dans un restaurant, la viande elle est mauvaise, ne répondez pas en me disant « oui, mais dans ce restaurant, le poisson est bon ». Ou autre exemple, si je vous dis que Jean-Charles ne court pas le 10 km en 30 minutes, ne me répondez pas à côté en disant « il s'est jonglé avec 6 balles ». Ça ne sera pas le sujet. Et donc, en fait, au cours de ce débat, j'espère que vous n'enfermerez pas ce débat dans des arguties juridiques, voire pharisiennes, bien éloignées des considérations politiques qui doivent nous animer et faire vivre cette confrontation intellectuelle. Et j'ai remarqué que c'était souvent le travers des louis-vintistes de faire un espèce de pharisianisme politique. Alors, ceci étant dit, très rapidement, le débat est intitulé... Vous pourriez simplement aussi permettre de répondre? Oui, oui. Si tu veux répondre, Paul, tu peux. Est-ce que je pourrais juste parler du débat? Oui, non, mais juste parce que vous avez posé les points, qu'on puisse juste être clair. C'est évidemment pas une affaire personnelle. Hein. Les légitimistes s'en fichent de la personne, c'est la question des lois. Vous n'avez jamais été une cible. Hein, et juste, je voulais préciser pour que ce soit bien clair, on vous a proposé la possibilité d'avoir aussi un modérateur, donc qui est 2 modérateurs comme 2 témoins. Vous avez refusé d'avoir un témoin de votre côté aussi. Hein. C'est quand même... c'est important. Et enfin, simplement, quand même, permettez-moi de relever, nous ne sommes pas louis-vintistes. Ça, c'est une appellation polémique que vous avez inventée, ou peut-être que certains le font, mais historiquement, ça s'appelle légitimiste. D'ailleurs, à l'époque, ça peut être aussi polémique, peut-être. Mais on n'est pas attaché à une personne. On reconnaît le roi en suivant le droit. Voilà, je vous laisse, Monsieur Abed. Et donc, tout à fait, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse nos auditeurs, je pense, c'est d'entendre des arguments réels et d'avoir des éléments donc, pour y réfléchir. Eh bien, écoutez, merci de ces précisions très, très importantes. Et je rappelle en précisant également, petite ouverture, parenthèse que j'ouvre et que je referme très rapidement, la polémique qu'on a eue sur Telegram était vraiment très légère, très bénigne, donc il n'y a vraiment aucun problème de mon côté. En fait, le débat est intitulé « Louis XX est-il légitime ?» En fait, pour entrer dans le vif du sujet, en fait, très clairement, la réponse, c'est dans la question. C'est-à-dire que ce monsieur n'est pas légitime pour être futur roi de France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est-à-dire que la question, elle existe, donc c'est-à-dire que la réponse ne fait aucun doute. Quand il n'y a pas de doute sur quelque chose, on ne s'interroge pas sur la chose, sur celle-ci. Par exemple, M. de Lacvivier est un homme, on ne va pas faire un débat, est-ce que c'est un homme? Ah si, peut-être.
dans les temps actuels, on peut faire peut-être cette question, parce que c'est plus évident. En tout cas, un homme est. Il n'y a pas besoin de faire un débat pour savoir si un homme est un homme. Comme le roi. Par contre, on pourra discuter de si vous êtes un bon professionnel, si vous écrivez bien, etc. Mais il y a des choses qui ne se discutent pas. À partir du moment où les choses se discutent, c'est-à-dire que la question du chef, elle se pose avec autant d'insistance, c'est bien parce qu'il n'y a pas de chef. Et surtout, et j'y reviendrai plus tard, non seulement il n'est pas le chef, mais en plus, il ne se comporte pas comme un chef. Et en fait, quand je dis ça, j'exprime pas du tout un avis personnel, parce que les avis personnels ne m'intéressent pas trop. C'est surtout un constat. En fait, le débat, c'est Louis XX est-il légitime? En réalité, la question est très mal posée. En fait, l'appeler Louis XX, je le fais par commodité, c'est lui reconnaître une légitimité qu'il n'a pas. Le débat aurait dû plutôt s'intituler Louis Alfonso de Bourbon y Martinez Bordiú, pardon, j'ai pas l'accent espagnol, est-il légitime? Ça aurait été ça le vrai débat. Et donc la réponse, elle est toujours non. Et donc en fait, il faut préciser que cette question de la légitimité de telle ou telle personne, notamment de ce monsieur, elle soulève deux aspects. Elle soulève l'aspect dynastique et l'aspect politique. Et donc sur l'aspect dynastique, il faut être très clair, il n'y a plus de royauté en France. Depuis soit Louis XVII, alors on parle de restauration avec 1814-1815, bien que ça pose problème parce que Louis XVIII n'a pas été sacré, il a même octroyé la charte constitutionnelle. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que depuis, on va dire 1830, si on part du principe que Louis XVIII et Charles X ont participé à une réelle restauration, il n'y a plus de royauté en France. Et donc la particularité et la chose qui est particulière, c'est celle-ci. C'est-à-dire que pourquoi s'appuyer sur des lois humaines qui n'ont plus cours depuis 200 ans pour justifier une position? En fait, procéder ainsi, c'est totalement incohérent, et la cohérence est le moteur de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, et je parle à un traducteur de haut niveau comme vous, parce que vous traduisez des choses du japonais au français, en fait, ce que vous faites en termes de stratégie politique, c'est vous prenez l'alphabet hébreu pour lire du grec. Ces lois dont vous parlez, elles ne sont plus en cours depuis plus de 200 ans. Alors après, on peut le regretter, on peut le déplorer, on peut le constater, mais de fait, ces lois ne sont plus en cours en France. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une monarchie, on peut le regretter, je le regrette, et donc je finirai là-dessus pour vous laisser répondre, mais qu'on soit clair, une légitimité, ça se crée, ça s'acquiert, ça se transmet, et ça peut également se perdre. Je rappelle que les Bourbons ont été chassés 3 fois du trône en 40 ans. Les Bourbons ont été chassés 3 fois du trône en 40 ans, non pas par des puissances étrangères, mais par les Français eux-mêmes. 1792, 1815, 1830. Et donc, par 3 fois, ils n'ont pas été capables de conserver le pouvoir. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un avis personnel. C'est une réalité historique, une réalité politique. Et je rappellerai que depuis cette époque-là, donc depuis 1830, les Bourbons ont également échoué à reprendre le pouvoir. Donc, si on était dans le cadre si on était en 1797, les lois de succession s'appliquent. Il n'y a aucun problème, parce qu'il y a un roi qui est en exil, etc. Mais là, on est là, on n'est plus en 1800 ou en 1900, on est en 2024. Et donc, je trouve l'argument un peu particulier de s'appuyer sur des lois qui n'ont plus cours depuis 200 ans. Voilà pour ma première intervention. Merci pour l'intervention. Je vais essayer de répondre avec clarté. Alors justement, ces lois fondamentales ne sont pas humaines. C'est-à-dire qu'elles sont, comme vous savez, coutumières, mises en place depuis, disons, le miracle capétien, comme on le dit, où pendant près de 300 ans, la succession s'est faite de père en fils aîné sans aucun accroc, et qui a mis fin au désordre de succession qui existait chez les Carolingiens et les Mérovingiens. Et cette loi, donc, coutumière, est indirectement divine, et elle n'a pas pris fin ni en 1789, ni 1792, ni en 2000, ni en 1830, etc. C'est tellement vrai d'ailleurs que la restauration était possible, que le légitimisme a continué d'exister, et j'irai même plus loin, c'est que même la République française aujourd'hui, les tribunaux de la République française le reconnaissent, que ces lois sont toujours d'actualité, en particulier quand il y a eu cette dispute entre les Orléans et le duc d'Anjou de l'époque, sur qui devait porter les armes pleines de France. Donc c'est une distinction héraldique, mais les armes pleines de France ne peuvent être portées que par le roi. Et ce qui est intéressant, c'est que la République, qui n'a a priori rien à voir avec le sujet, les tribunaux de la République
ont jugé que effectivement c'était le duc d'Anjou qui exclusivement avait le droit de porter ses armes exclusivement par rapport aux autres. Donc, ce qui montre bien que ce droit n'est pas mort. Et deuxièmement, vous avez dit que les Français ont expulsé par 3 fois les Bourbons. C'est faux. Vous le savez très bien en tant qu'historien. 1792, c'est une révolution par les révolutionnaires au début de la Terreur, une minorité de minorités qui prend le pouvoir à Paris et qui rien du tout, ça n'a rien à voir avec la France. Dire que c'est la France qui a expulsé les Bourbons, c'est dire la révolution a été faite par les Français, ce qui est tout à fait faux. Vous savez très bien comment ça a été fait, par un complot sur complot, par terreur, crainte, etc. Idem pour 1815, les 100 jours, c'est un coup de dame de Napoléon. Et idem pour 1830, c'est 3 personnes qui font, pas 3 personnes, mais des barricades qui sont très faibles sur Paris. Et c'est le roi lui-même, c'est le traumatisme certainement des temps de la Révolution, qui va nommer le duc d'Orléans de l'époque lieutenant général. Sauf qu'après, il a un peu usurpé, sur pression peut-être d'autres personnes, ça c'est encore un autre sujet, il ne faut pas jeter la pierre, mais c'est tout à fait différent sur cet aspect-là. Mais surtout, et là après je vais vous laisser la parole, ce qui est vraiment très important, ce n'est pas une question juridique, c'est une question, quelle est la réalité? Et les lois en France, et même ce qui fait l'histoire de France, parce que si vous prenez les Flandres, si vous prenez la Gascogne, si vous prenez la Bretagne, qui n'ont a priori rien en commun, à part leur roi dans l'histoire, ce qui fait la France, et ce qui a fait la France, c'est le roi, et notre position légitimiste, c'est de bien dire, en fait, nous avons un roi, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, comme nous avons un père dans notre famille. On peut l'avoir oublié, on peut l'avoir... pour certains, renier, on peut ne pas le connaître, ça ne change rien au fait, et là c'est un fait traditionnel, historique, juridique, que c'est le roi successeur déjuré, comme on dit, Louis XX, et donc que ça lui donne, élu par Dieu, parce qu'il n'y a pas les hommes qui choisissent là-dedans, et c'est ça qui est important, et donc qui lui donne un rôle et qui donne certainement la seule possibilité réaliste pour une restauration en France et pour améliorer la situation. Et je finis sur ça. J'avais pas une question, c'est il y a l'aspect dynastique, comme vous disiez, et vous disiez l'aspect politique. Et qu'est-ce que vous entendez par politique quand vous dites politique? Alors, très bien. Alors, déjà, plusieurs choses. En fait, je trouve que là aussi, encore une fois, les arguments sont assez étonnants. C'est-à-dire que pour justifier en fait la légitimité de votre position, vous en venez en fait à vous appuyer sur des délibérations qui ont été édictées, définies par des tribunaux républicains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les lois fondamentales. Alors, je suis catholique romain depuis maintenant 43 ans. J'ai 43 ans depuis le 8 décembre. Je ne connais aucun prêtre, aucun moine qui vous dira que les lois fondamentales du royaume sont des lois divines. Ça n'existe pas dans l'Église catholique romaine, ce n'est pas dans le magistère de l'Église, ce n'est ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose qui est défendu par notre Sainte Mère, l'Église. C'est une position que vous avez qui est respectable, mais d'un point de vue catholique, vous ne pouvez pas dire que ce sont des lois divines. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui regardent en direct et qui regarderont après de demander à leurs prêtres et à leurs abbés, leurs moines, enfin, je ne sais pas qui ils fréquentent, mais en tout cas pour les catholiques, de demander à leurs prêtres si ces lois fondamentales font partie du magistère ordinaire ou extraordinaire du catholicisme romain. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Je n'ai jamais dit que ça faisait partie du magistère extraordinaire ou ordinaire. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que c'était une loi de l'Église catholique. Alors, vous répondrez après. Voilà. Merci de ne pas me couper la parole. Et en fait, le troisième point, là, c'est justement là, on en revient à la politique, M. Dagvivier. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut discuter pendant des heures de savoir qui a fait la Révolution française ou pas. Vous êtes autant expert que moi sur le sujet, peut-être même plus. Mais les Bourbons ont perdu par 3 fois le pouvoir. Et ça, c'est la politique. Il y a quelque chose qui est très choquant, c'est que vous dites vous-même, la Révolution française, elle a été faite par une minorité de minorités. Alors, je passe sur les théories du complot, etc. Je laisse ça à d'autres, mais c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que vous avez un roi qui incarne le pouvoir, et vous dites vous-même, M. Paul de Lacvivier, un 23 décembre 2024, à 11h55, vous dites vous-même que ce roi a perdu le pouvoir à cause d'une minorité de minorités. Donc, je suis désolé, j'ai beaucoup d'affection pour Louis XVI. J'ai fait une petite conférence sur le sujet. Dans un mois, on lui rendra hommage à Nantes avec nos amis, mais
Si un roi perd le pouvoir par une minorité, c'est qu'il n'est pas apte en fait à le garder. On peut le regretter, on peut le déplorer, mais encore une fois, il faut prendre l'effet historique. Donc, je maintiens cette position. Ces lois ne sont pas divines, premièrement, ce sont des lois humaines. Le terme loi fondamentale du royaume a été même inventé par un protestant. Et c'est drôle que vous, catholiques de tradition, attachés à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fondée par Monseigneur Lefebvre, vous mettiez autant en avant une expression qui est un peu piégeante, qui a été créée par un protestant, et en même temps, c'est pas étonnant, parce que tout à l'heure, vous êtes défendu en mettant en avant les jugements des tribunaux républicains au sujet de la capacité que telle ou telle famille a le droit de porter des armes. Et donc, quand on prend l'histoire de France, quand on prend par exemple Henri de Navarre, à l'époque d'Henri de Navarre, il était considéré par certains comme l'héritier légitime et par la branche la plus tradie, un peu votre branche en fait historiquement, par la Ligue, comme non légitime. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Henri de Navarre, quoi qu'on pense de lui en bien ou en mal, nonobstant ses six abjurations, etc., il a été roi de France, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut constater, c'est quoi? Eh ben, il ne s'est pas contenté de dire, comme votre prétendant, je suis légitime, donc je suis. C'est une tautologie. Il a pris les armes à la main, il est monté sur un cheval. Il a dit, ralliez-vous à mon panache blanc. Et à un moment donné, comme son protestantisme posait trop de problèmes, il a fini par abjurer définitivement pour embrasser le catholicisme et devenir pleinement roi. Or, aujourd'hui, le prétendant que vous défendez, et c'est là l'aspect politique qui est le plus important, c'est qu'il se contente simplement de dire « je suis ». Or, que ça soit Louis XIV enfant durant la Fronde, ou même Saint-Louis, ou même Henri de Navarre, ils se sont battus pour avoir... ils se sont battus en fait pour faire respecter leurs droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 200 ans de République, et c'est vraiment là le point faible de la pensée louis-ventiste, c'est qu'après 200 ans de République, vous brandissez un papier qui n'existe plus pour personne, qui n'a plus aucune signification. D'ailleurs, les corps sociaux, les corps intermédiaires sur lesquels s'appelait la royauté, tout a été balayé. Et donc, brandir un bout de papier en disant « c'est à moi », je suis désolé, mais encore une fois, quoi qu'on pense de cette personne, qu'elle soit bien, pas bien, encore une fois, ce n'est pas le sujet, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Parce que, encore une fois, prenons des faits concrets. Ça fait 20 ans qu'il est le chef de votre camp, de votre mouvement. En 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que je constate, c'est qu'il n'y a jamais de manifestation d'ampleur organisée par ses soins. Alors, bien évidemment, hein, on n'est pas à l'époque d'Henri III. L'idée n'est pas de monter sur un cheval et de brandir le drapeau blanc, faire de l'Élysée à bas la République, vive le roi. Il y a quand même des choses à faire. Donc, ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune manifestation d'ampleur organisée par ses soutiens. Alors, vous allez me citer telle ou telle manifestation avec un nombre très réduit de personnes. Vous allez me citer qui vient en France une fois tous les 3-4 mois de manière officielle pour prononcer un discours, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas un avis personnel. De manière objective, en 20 ans, son bilan politique, il frise il frise le néant. Où est la grande presse légitimiste aujourd'hui? Elle n'existe pas. Est-ce qu'il y a un grand média légitimiste? Il n'existe pas. Tiens, je vois dans le chat exactement, le duc doit agir. Ouais, mais le problème, c'est que justement, il n'agit pas. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne rentrerai pas dans des considérations dynastiques, bien qu'il y ait beaucoup d'arguments là-dessus. Mais sur le plan politique pur, vous voyez, si je fais une analogie, vous voyez, par exemple, Éric Zemmour, que je n'apprécie pas, non pas humainement, mais pour ses idées. On peut dire ce qu'on veut d'Éric Zemmour, je n'aime pas du tout ses idées, pour plein de raisons. Déjà parce qu'il n'est pas catholique, parce qu'il est républicain, voilà, et parce qu'il fait une allégeance à un pays étranger, mais c'est un autre sujet. Mais au moins, Éric Zemmour, en 2021, il a pris le risque de sortir de son poste de chroniqueur pour se jeter dans l'arène politique. Alors, on peut ne pas apprécier son combat, on peut ne pas l'apprécier humainement, etc., mais il a quand même eu le courage de ses convictions. Donc aujourd'hui, brandir un argument juridique en disant « si, les lois fondamentales du royaume, elles existent dans un pays qui est déchristianisé, dans un pays après 200 ans de république », mais déjà, il y a deux sujets. Un, c'est une erreur tactique et intellectuelle de penser ainsi, mais de deux, vous ne pourrez jamais reprendre le pouvoir de cette façon-là. Et encore une fois, dire cela, ce n'est pas méchant, c'est simplement de constater la réalité. Encore une fois, Henri III ne s'est pas contenté de dire « je suis roi ». Et il y a aussi un autre point qui est très important. Je passe ces déclarations ambiguës, mais il y a une déclaration parmi d'autres qui est très, très révélatrice, c'est quand il dit « si les Français m'appellent, je suis prêt ». Mais dans la vie, ça ne marche pas comme ça. C'est au chef de montrer c'est au chef de montrer l'élan.
et d'avoir justement de l'allant. C'est au chef de se mettre à la tête de ses troupes. Et en fait, on se retrouve un peu avec la configuration de la Révolution française, où la grande noblesse, elle a émigré, et ils ont laissé, bon, bah, moi j'habite pas très loin, hein, c'est pas un secret, ils ont laissé l'Ouest sans commandement. Voilà. Lorsque Artois, lorsque le futur Charles X est à Quiberon, il ne descend pas du bateau. Napoléon, lorsqu'il a appris cette histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si j'avais été le prince, j'aurais traversé la Manche sur une coquille de noix. Lorsque l'émissaire du futur Charles X est sur la plage, il dit à Charette, bah voilà, je vous donne une épée, c'est bien gentil. On va peut-être laisser la parole à M. de Lacvivier pour qu'il puisse répondre quand même. Oui, donc je note qu'en fait, à part le fait que vous dites que c'est un bout de papier, pour l'instant, vous n'avez apporté aucun argument contre la légitimité du roi. Et d'autre part, on a aussi compris par votre discours que ce que vous appelez politique, c'est la politique politicienne. Je suis désolé de le dire, le pseudo-courage de Jacques Zemmour d'aller dans l'arène politicienne, c'est plutôt la preuve de la compromission avec l'esprit politique démocratique issu de la Révolution. Car comme vous le savez, la contre-révolution, comme disait Joseph de Maistre, en substance, n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Donc, attendez, ne me coupez pas là, s'il vous plaît. Non, mais vous m'avez coupé deux fois tout à l'heure. Vous m'avez coupé deux fois tout à l'heure. Oui, mais c'est pas une raison pour le faire non plus. C'est pas une raison pour le faire. On va laisser de la parole à M. Lacvivier. Je vous avais parlé, je vais essayer de parler pendant 6 minutes. Là, vous m'avez. Donc, laissez-moi parler un petit peu, s'il vous plaît, monsieur. Donc, vous m'avez fait perdre le fil. Merci. Donc, pour faire une restauration, il faut partir des bons principes de politique et incarnés. Hein. Et la politique, donc, c'est pas de l'activisme. La politique, c'est la protection du bien commun. Et la protection du bien commun ne fait pas de bruit. Car, comme le dit l'adage, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Notre roi ne fait pas de bruit. Et nous, légitimistes, effectivement, si une situation à Henri III, enfin plutôt à Henri de Navarre, serait faisable, on serait tous très heureux. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez demander à un roi dont les sujets ne font pas le travail de faire de l'activisme idiot? Ça serait jouer le jeu de la Révolution et empêcher toute restauration saine. C'est pas pour rien que Henri VI a été si intransigeant sur l'histoire du drapeau blanc, parce qu'il ne voulait pas d'une restauration qui ne lui donnait pas les outils pour pouvoir mettre fin à cette révolution qui fait souffrir la France. Et j'ajouterai 2 autres petits points, je vous relaisse la parole. C'est que, en tant que profondément catholique, il faut avoir une vision eschatologique de ce qui se passe. Ce que nous vivons, la France le mérite. Et le pauvre roi Louis XX n'avait a priori, et il n'a pas le choix d'être roi, il n'a pas choisi, il n'a pas voulu être dans l'arène, il est né comme ça. Et je rappellerai au passage qu'il n'était même pas destiné à être roi, puisque son frère aîné est mort quand lui-même avait donc 12 ans, et son père, ou 10 ans plutôt, et son père est mort dans un accident affreux du ski où il a été quasiment décapité, quand lui-même avait 15 ans. Donc il se retrouvait roi des jurés tout jeune, et c'était pas du tout évident qu'il reprenne le flambeau. Et il l'a repris quand même. Et je pourrais citer beaucoup de choses, mais je vais juste vous citer une parole du roi, toute courte, pour vous montrer qu'est-ce qu'il peut dire, par exemple, ce qu'il a dit à l'occasion des Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture. Et il y a ce passage dans sa déclaration, il dit ceci: à tous les Français qui se sont sentis humiliés et bafoués, à tous les sportifs ayant le sens du sacré et du religieux, à tous les autres peuples de la terre qui ont été outragés, je vous le dis, la France n'est pas le spectacle auquel vous avez assisté. Cela n'était que l'émanation d'idéologues qui ont piétiné un héritage millénaire dont ils sont pourtant redevables. Une cérémonie d'une telle ampleur ne peut être que pensée et réfléchie à l'avance. Rien n'est dû au hasard ou à la maladresse. Notre pays subit les assauts toujours plus violents de cette idéologie profondément contre nature et destructrice. Ainsi, chaque jour de manière plus pressante à nous, Français, de choisir le modèle que nous voulons pour la France. Il nous faut rebâtir notre patrie chérie et construire un avenir solide, crédible, ancré dans les traditions, le respect et l'union. Donc, à nous de répondre à l'appel du roi et à travailler pour lui, au lieu de disperser les forces dans de l'activisme inutile. Merci bien. Donc, j'espère que tout à l'heure, quand je serai peut-être à nouveau coupé, que le modérateur interviendra de manière aussi
vigoureuse qu'à l'instant, quand j'ai moi-même coupé M. de Lacvivier. Concernant ce que vous avez dit, il y a énormément de points qui sont très choquants. Encore une fois, j'ai pris volontiers l'exemple d'Éric Zemmour, parce que tous ceux qui me connaissent savent très bien que pour moi, ce n'est pas une référence politique. L'idée n'est pas de réduire l'action politique de ce monsieur ou d'une autre personne à de l'activisme bête et méchant. L'activité politique, elle peut prendre plusieurs formes. Il peut écrire un livre, par exemple. Il ne l'a pas fait. Il pourrait faire un tour de France en faisant des conférences pour parler de la culture, de l'histoire. Si à la rigueur, on nous dit il ne veut pas parler de politique parce qu'il y a des lois, c'est compliqué, très bien. Mais il pourrait se faire connaître par le biais de la culture. Il ne le fait pas. Ça fait 20 ans que ça dure. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé la politique, j'ai un très bon ami, dont je tairai les noms, et que vous devez peut-être connaître, M. Lacvivier, un très bon ami, qui est dans l'entourage de votre chef. Il y a 20 ans, il me disait, cet ami, il dit, mais tu sais, Franck, le prince est mal entouré. Donc, il y a 20 ans, je peux le comprendre. Quand on a son âge, et quand je revois mon ami, et que cet ami me dit, il est toujours mal entouré, quand à 20 ans, on est mal entouré, c'est de la faute de l'entourage. Quand à plus de 40 ans, on est toujours mal entouré, ce n'est plus de la faute de l'entourage, c'est de la faute de la personne. Donc, loin de moi de vouloir réduire l'action politique à quelque chose de vulgaire, mais comme vous l'avez fait, mais on ne demande pas encore une fois au futur roi de France de distribuer des tracts ou pas. On dit simplement qu'il doit montrer une action, qu'il doit montrer un chemin, qu'il doit imprimer sa marque. Or, force est de constater, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, il ne le fait pas depuis plus de 20 ans. Vous appuyez sur une proposition qui est la suivante. Il y a des lois qui déterminent que, déjà, premièrement, c'est très controversé. Il faut rappeler qu'après la mort du comte de Chambord, la grande majorité des royalistes s'est tournée vers les Orléans et que les Bourbons dits d'Espagne, etc., ont été oubliés pendant plus de 50, 60, 70 ans. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, à cause de Maurras, etc., que ce qu'on a appelé le légitimisme est revenu en vogue. Donc en fait, quand vous vous appuyez sur ces lois, on voit bien que ce n'est pas aussi, c'est pas aussi évident que ça. Et on pourrait remonter encore plus loin, mais comme je l'ai dit en amont de cette discussion, le débat juridique n'est pas très intéressant parce que c'est pas le sujet. La question est avant tout d'ordre politique. Ce n'est pas un argument, ce n'est pas juridique. D'ailleurs, on le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, avec ce qui se passe en Ukraine ou en Terre Sainte, malheureusement, brandir un bout de papier pour évoquer sa légitimité, ça ne résiste pas, dans le concert des nations, au fracas des armes. Donc oui, je suis désolé, sur la légitimité politique, il n'a aucune légitimité politique. On n'est pas dans le cadre d'une succession, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est dans le cadre d'une restauration. Et on n'est pas dans le cadre d'une restauration après une coupure de 15 ans d'empire ou de 25 ans de révolution et d'empire. On est dans le cadre d'une république qui a plus de 200 ans. Alors, je l'ai dit, mais je me répète par pédagogie, on n'est plus dans ce cadre. Donc, vouloir à tout prix imposer ce cadre au mépris de la réalité, c'est faire preuve de cécité politique, intellectuelle, et surtout, c'est manquer de pragmatisme politique. Au lieu de dire « je suis légitime » parce que tout un tas de choses juridiques, historiques, qui restent encore à démontrer, parce que là, voilà, quel est le mieux? Qu'il incarne cette légitimité. Qu'il prétend avoir. Voilà, encore une fois, c'est ce qu'on dit pour la confiture, vous voyez, moins on a de confiture, plus on l'étale. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part dire il est légitime parce qu'il est, il est légitime parce qu'il est, il est légitime parce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour défendre cette légitimité? Quelles sont ses idées? Est-ce qu'il déclare encore, comme en 2010, qu'il est pour une monarchie constitutionnelle? Est-ce qu'il va encore attendre? Est-ce qu'il va encore nous dire j'attends que le peuple m'appelle? Vous parlez, vous, M. de Lacvivier, et je ne vous connais pas, je vous découvre. Vous me parlez de bons principes. Mais le bon principe, ça commence par quoi? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux changer le monde, c'est un tu neutre, c'est pas à vous, bien évidemment, commence par savoir faire ton lit. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux gens de la base, ce n'est pas aux pieds de montrer le chemin à prendre. C'est à la tête, c'est au cerveau. Et là-dessus, il ne le fait pas. Et c'est en ce sens que la légitimité dynastique, vous savez, vous pourrez vous appuyer dessus pendant des années, pendant 10, 20, 30, 50 ou 80 ans, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché à l'époque d'Henri III, ça n'a pas marché par la suite, ça ne fonctionnera pas à notre époque. Donc, on peut en parler pendant des heures. On peut parler de tests ADN, on peut parler de son ancêtre, qui est peut-être non pas le fils du roi, mais le fils de Godoy. On peut parler de tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit le plus intéressant pour nos auditeurs et pour la France qui est au bord du gouffre. Donc oui, la France est au bord du gouffre.
Et vous ne pourrez pas redresser la France, monsieur de Lacvilliers, avec une pétition de principe en disant « Je défends un homme qui a la nationalité espagnole, qui a prêté serment au drapeau espagnol, qui a fait son service militaire en Espagne, et puis surtout, voilà, encore une fois, il ne fait rien depuis 35 ans. C'est quand même, enfin, ça le plus inquiétant, c'est qu'à chaque fois que je rencontre quelques Louis XXistes ou légitimistes, comme vous appelez, à part dire illégitime, oui d'accord, mais qu'est-ce qui te dit qu'il est légitime, à part un argument juridique, je finis 30 secondes, à part un argument juridique qui est hyper contestable. Même à l'époque d'Henri III, les gens dont vous vous rapprochez le plus, notamment les Guises, avec le Charles X qui a pas régné, même à l'époque de ces lois, déjà, elles étaient contestées. Et on est dans un cadre avec une société catholique, avec une société en ordre, avec un pape, etc. Et donc aujourd'hui, avec une société complètement déstructurée, qui n'a plus justement les cadres de l'Ancien Régime, ou de la société légitime, ou de la France, de son gouvernement naturel, vous continuez à brandir quelque chose, un peu comme un vœu pieux. Vous répétez ça en boucle. Moi, je dis la chose très suivante. S'il est légitime, qu'il le soit d'abord sur la politique. Encore une fois, ce qui fonde la légitimité, c'est pas le fait de le dire, c'est simplement de l'être. C'est vraiment quelque chose de vraiment très important à comprendre. C'est ça. On va attaquer, là je préviens juste, on va attaquer les 20 dernières minutes du débat. Voilà, ouais. pour vous me tenir au courant du temps qui reste. Merci. Donc vous avez dit, effectivement, il faut être légitime et le roi l'est de naissance. Vous avez soulevé plusieurs points. Vous dites que les lois fondamentales sont discutées ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Hein. Tous les historiens du droit sont excessivement d'accord sur ça. Et les orléanistes, quand ils les attaquent, c'est très minoritaire d'un point de vue universitaire et ça ne tient pas sur l'histoire. Je renvoie à ceux qui sont intéressés à de nombreux auteurs. Par exemple, le baron de Pinotto à l'époque qui a fait un travail immense sur le sujet, lui-même noblesse d'Empire, mais qui avait bien reconnu que le roi légitime en France était le descendant des Bourbons. Stéphane Réas, d'autres, Barbet, il y en a des pléthores depuis longtemps. Les rois d'Espagne, c'est-à-dire quand les légitimistes, aussi, parce que sur ça, il faut juste y répondre en une seconde, après la mort d'Henri V, tout le monde ne s'est pas rué immédiatement chez les orléanistes non plus, et surtout les rois d'Espagne ont toujours bien revendiqué qu'ils étaient aussi rois de France, mais évidemment, il y avait un double problème, et c'est certainement providentiel de l'époque, c'est qu'il ne s'était jamais trouvé la situation qu'il y avait un roi de France qui était aussi roi d'Espagne ou inversement, et que quand vous avez staté la nationalité, comme vous savez, hein, l'histoire de nationalité est complètement à côté de la plaque, puisque ça c'est quelque chose de révolutionnaire, hein, ça c'est pour le coup quelque chose de papier. Ce qui fait qu'on est français ou pas français, pour le roi c'est d'être de la maison de France, et pour nous c'est d'être sujet du roi de France, et finalement de faire notre travail de français. Et là, moi en tant que catholique, là, vous m'avez aussi, je ne sais pas pourquoi, rapproché du Duc de Guise. Moi, je me rapproche plutôt de l'arrêt Lemestre. Paris assiégé par justement, tenu par les catholiques et la Ligue catholique. Lemestre, donc au Parlement, va faire cet arrêt, dit Lemestre, qui réaffirme la légitimité donc d'Henri IV, malgré les risques qu'il encourait pour sa propre personne, puisque la ville n'était pas pour Henri de Navarre. Mais passons, ça c'est secondaire. Je vais revenir sur cet aspect providentiel. On n'a pas cherché avec l'histoire de Maurras comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la restauration en Espagne après Franco, et là il y a quelque chose de providentiel qui se passe. C'est pas la branche aînée, c'est pas l'aîné qui monte sur le trône, c'est le cadet qui libère l'aîné pour le royaume de France. Et donc, la question, le fond du fond sur ça, c'est à la fois avoir un côté très catholique et de prendre providentiellement ce qui nous passe aujourd'hui, tout en prenant la réalité politique en France, qui est forcément de nature providentielle. Vous connaissez forcément la mission providentielle de la France, la Gestis Dei per Francos. La France n'est pas n'importe quel pays, fondé par Clovis, promesse du baptême, pour accomplir une certaine mission. Et avec ces lois de succession tout à fait spécifiques qui font que à ma connaissance, seule la France, mais seule la France sur toute l'humanité, en étant au Japon, je peux bien le constater, par exemple pour l'empereur du Japon, ne laisse aucune
possibilité à la volonté humaine de choisir son roi. Et c'est ça le départ. Moi-même, je ne suis pas né légitimiste. Tous ceux que je connais dans notre groupe, par exemple, légitimistes, le sont devenus aussi. Qu'est-ce qui nous appelle? C'est que justement, on ne choisit pas le roi. Et le roi, justement, ne prétend pas, il est. Donc, il ne va pas chercher à se faire connaître pour se faire connaître. On n'est pas dans du people, on ne veut pas du people. On ne veut pas de l'activisme politique pour aller pour faire de l'activisme politique, comme le font tous ces politiciens et plus ils rentrent dedans, plus ils se font pervertir. Et donc, moi, ma question, j'aimerais vous poser une question, puisque vous aviez dit au début du débat que quand on posait des questions, il fallait y répondre franchement. Vous parlez, je crois, dans certains de vos articles d'une 5e dynastie ou ce genre de choses. Alors, pour vous, qui est le roi? Et veuillez répondre à la question comme vous l'aviez bien dit dans les principes du début du débat. Alors, qui est le roi pour vous? Oui, alors je vais répondre à la question, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Mais je répondrai à la question et je compte sur le modérateur pour me tirer les oreilles si je ne réponds pas à la question, mais je vais répondre juste après. Mais d'abord, je voudrais rappeler quelque chose. Déjà, l'arrêt Lemestre, il est intéressant parce que justement, vous avez rappelé le contexte et c'était justement contre des rois espagnols. Voilà, c'est donc l'analogie est assez rigolote et amusante. Qui n'était pas de la maison de France, hein, qui n'était pas de la maison de France. Parce que ce qui compte, c'est pas espagnol ou pas espagnol. Il n'y a pas de nationalité à l'époque. Attends, on va laisser répondre M. Abed complètement. Oui, d'accord. Donc, je disais que l'arrêt Lemestre, c'est intéressant de le citer parce que l'arrêt Lemestre parle justement que des rois espagnols ne peuvent pas régner en France. Donc, cette analogie est assez marrante quand vous la reprenez. Et puis, pour les spécialistes d'histoire et des documents d'archives, aujourd'hui, l'arrêt Lemestre n'existe pas. On a des écrits qui parlent de l'arrêt Lemestre, mais le texte même, on ne l'a pas. Donc, s'il y a un archiviste un jour qui pouvait nous le présenter, c'est très intéressant. Encore une fois, je pense qu'il y a un problème. Peut-être que je me fais mal comprendre. L'idée n'est pas de dire que votre chef doit être un militant politique comme un autre. L'idée n'est pas de le transformer en couleur d'affiche ou autre. On dit simplement que lorsqu'on voit la mouvance dont il se réclame, on voit bien que cette mouvance, elle est dans un désert politique. Elle est dans un désert politique parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et les initiatives que vous menez, ils sont tout à fait respectables, mais fondamentalement, et c'est pas méchant de le dire, ce n'est pas avec ce genre d'initiative que vous reprendrez le pouvoir ou vous participerez à la conquête de l'État. Vous nous dites que ce n'est pas au roi de se mettre en avant. Mais si le roi ne défend pas sa cause, pourquoi voulez-vous que les autres la défendent? Encore une fois, on n'est pas dans un cadre républicain. Je sais pas, on prétend tous ici être royalistes. En tout cas, voilà, moi je le suis. Mais on est héritier de Saint-Louis, de Philippe Auguste, de chevaliers très chrétiens, de chevaliers pour la croisade, qui ont fait la croisade, qui ont pris des risques. Et vous êtes en train de nous dire, il faut qu'on se mette au service de quelqu'un. Si on ne sait pas si, d'un point de vue dynastique, il est vraiment Bourbon, parce qu'il y a quand même des doutes dans son arbre généalogique. Et en plus de ces doutes dans son arbre généalogique, il y a également un problème criant en ce qui concerne son activité politique. Donc là, encore une fois, voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de la question. À partir du moment où cet homme n'a pas les habits du chef, à partir du moment où cet homme ne montre pas le chemin, à partir du moment où en fait on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il fait, il n'a aucune légitimité politique et il n'en aura pas. Pour répondre à votre question, quel est le roi aujourd'hui? Eh bien, je vais vous répondre tout simplement. Le vrai roi de France, c'est le Christ. Qui sera le roi terrestre demain? Eh bien, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas. Parce que, encore une fois, ce n'est pas à moi, ni à vous, ni à personne de le définir. Voilà. En France, aujourd'hui, il y a eu plusieurs dynasties. Il y a eu les Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Napoléonides. Toutes ces dynasties, pour différentes raisons, voilà, c'est passé. Je suis intimement convaincu que la restauration de la puissance de la France passera par un nouveau pacte de Reims, bien évidemment, mais on peut également constater, et là ce n'est pas un avis personnel, que ces querelles dynastiques, elles ont beaucoup trop empoisonné les histoires de famille et les histoires de famille politiques. Donc la seule solution qu'on peut trouver justement pour sortir de toutes ces guéguerres qui n'en finissent pas, parce que quand vous allez voir les Orléans, ils vont vous dire que c'est les légitimes. Si on vous voit vous, c'est vous les légitimes. Ça n'en finit pas. Donc le plus simple, quelle est la solution? Eh bien, c'est celle que je propose. D'ailleurs, on ne sait pas qui est le roi.
et ce n'est pas à nous de le déterminer. On milite pour les principes. Comme je dis toujours dans mes conférences, on se bat pour les principes avant les princes. On défend l'héritage en attendant l'héritier. Je pense que là, il reste 10 minutes. Ce qui serait bien, c'est que chacun, vous ayez 5 dernières minutes pour donner un petit mot de la fin. Voilà, essayez d'être sur une note positive pour conclure le débat. Et voilà, Paul, je vous laisse parler en premier, là. 35 minutes. Moi, on peut pousser un quart d'heure, si vous voulez. On avait dit 1h30. Hein. 60 minutes plus, on peut dépasser un peu si on voulait, mais je ne sais pas si... Bon, on peut discuter encore, on peut faire peut-être encore un peu de ping-pong, et puis après, on passe à la conclusion. D'accord. Si ça te va. Alors, viva Rex in aeternum. C'est pas notre chef, enfin c'est notre chef aussi, mais c'est pas notre chef, lui. C'est le réalisme poétique, quand vous dites, il faut des principes. Mais les principes doivent être incarnés. On ne peut pas être réaliste si on n'a pas de roi. On ne peut pas servir un roi s'il n'y a pas de roi. On ne peut pas être fils s'il n'y a pas de père. Donc, la position légitime, c'est simplement dire, le roi, c'est le roi, avec toutes les imperfections, etc. Après, vous dites aussi, on ne sait pas ce qu'il pense. On sait très bien ce qu'il pense. Hein. Il fait des communiqués très régulièrement. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs qui sont intéressés à aller chercher. Donc, il y a le blog de la légitimité, mais aussi sur Vexia Gallier, qui est représentant de la presse légitimiste au XXIe siècle, où nous relayons ses discours et où il est très clair. J'en ai lu un extrait tout à l'heure, par exemple, où c'est tout à fait clair ce combat. Et là, il faut incarner. Et comme vous dites, nous ne devons pas avoir la solution. Donc la solution, c'est évidemment pas dire que sorte de sédévacantisme politique, il n'y a pas de roi. Non, il y a un roi. Et vous citez aussi les différentes dynasties. Je réponds juste sur ça parce que c'est quand même important. Elles ne sont pas du tout au même plan. Et elles ne sont pas il y a les 3 premières dynasties, ou d'ailleurs, cette façon de... Peu importe, mais comme vous savez, avant la Révolution française et encore aujourd'hui avec la légitimité, il n'y a pas de rupture entre ces 3 dynasties. D'ailleurs, Saint-Louis est bien né de son père Louis VIII, qui s'est marié avec l'héritière des Carolingiennes, et enfin, les dynasties aussi par les arbres généalogiques étaient réunies, et clin d'œil de la Providence ou je ne sais quoi, Saint-Louis né de ce mariage, où enfin, pleinement et de façon universelle, Louis IX est par son père le descendant du Capet, et par sa mère descendante des Carolingiens. Mais Napoléon Bonaparte n'est absolument pas égal du tout là-dessus. Hein. Napoléon Bonaparte est napoléonide. Alors quand vous mettez en cause... Napoléon Bonaparte est tout à fait révolutionnaire. Vous savez très bien, comme le dit Bainville, il aurait mieux fait ne pas exister, mais que sa tentative de fondation dynastique a été encouragée par les révolutionnaires historiques pour justement faire perdurer la révolution, et malheureusement, le poison révolutionnaire, il a réussi à le répandre sur toute l'Europe et à l'enfoncer en France. Et c'est ça la position légitimiste, c'est-à-dire se battre sur les principes. Et pour se battre sur les principes, il faut que ça soit ancré dans une action qui commence par nous, mais qui commence aussi par l'action incarnée de servir un roi incarné. Et l'action ne passe pas par l'action politicienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Est-ce qu'on peut enlever les commentaires? Ou je ne sais pas qui gère les commentaires. Voilà, qui avait mis ces commentaires, pardon? Je ne pense pas que ça vient de ce côté. Et Quentin n'avait pas rôle de ça. Monsieur Abed, s'il vous plaît, ne mettez pas des commentaires comme ça. C'est comme couper la parole, c'est pas très poli. Et l'action ne passe pas par de l'action qui fait du bruit. Notre prince finance des œuvres caritatives. Notre prince vient en France pour rapporter la couronne d'épines que son ancêtre Saint-Louis a rapporté en France à Notre-Dame. Il ne se mêle pas à la plèbe mondialiste qui est en train de pourrir la France et le monde à Notre-Dame. Il y va quelques jours après, le 13 décembre, pour ramener la couronne d'épines. Et tout ce qu'il fait depuis des années est comme ça. Donc, à nous de faire notre travail de sujet avant de lui exiger un travail
qu'il ne peut pas faire s'il n'y a pas des sujets qui sont conscients d'être sujets et qui agissent. Mais pour finir, bon, voilà, et je vous laisserai répondre sur ça, et puis peut-être qu'après, j'imagine, après cette réponse, on pourra peut-être passer à la conclusion. J'aimerais vous lire quelque chose, parce que moi, je suis étonné quand même par votre position. Vous êtes un royaliste sans roi, et vous êtes en fait une sorte, vous vous dites non providentialiste, non survivantiste, donc c'est peut-être un peu différent, mais en fait, vous attendez quelque chose. Ou alors, quand vous avez dit, vous voulez la conquête de l'État, nous, les légitimistes, on ne veut pas la conquête de l'État, hein. On ne veut pas prendre le pouvoir pour faire la même chose que les révolutionnaires. On veut changer les principes du pouvoir pour refaire de la vraie politique. La vraie politique commence maintenant tout de suite dans nos vies quotidiennes et dans cette fidélité au roi, quelque chose qui est très incarné et très de bon sens. Et j'aimerais juste, parce que, comment dire, vous citer, parce que vous avez publié ça sur votre blog il y a quelques temps, et vous écrivez ceci. « Je suis le seul à pouvoir prendre la tête du comité de salut monarchique pour assurer une transition pacifique. Le problème n'est pas Macron-Barnier, ne sont que des pions d'un système qui les dépasse. Vive le roi. Les droitards, comme ils sont plus physiques que moi, sont capables de tout gâcher dans les prochains mois, ne leur faites pas confiance. Le pays pourrait connaître etc. etc. » Comment vous pouvez savoir que... Enfin, qu'est-ce que... que pensez-vous de votre... Enfin, pourquoi vous avez fait cette déclaration, en fait? Parce que ça m'interroge. J'aimerais avoir votre... Alors, plusieurs choses. Je rappellerai que le premier qui m'a coupé la parole et qui a été impoli, c'est vous-même. Vous m'avez coupé la parole par 2 fois, sans intervention du modérateur. Quand je vous ai coupé la parole, ce n'était que vous rendre la monnaie de la pièce. Et en fait, je suis très heureux que vous ayez dit publiquement que vous ne voulez pas reprendre le pouvoir. En fait, ça dénote bien l'impasse dans laquelle vous êtes. Parce que si vous voulez changer les principes de l'État, il va falloir conquérir l'État. Vous ne pourrez pas changer les principes de l'État sans être à la tête de l'État. Et pour être à la tête de l'État, il faut bien évidemment engager un combat politique. Donc là, encore une fois, on voit bien que vous êtes dans une impasse politique, intellectuelle, et j'espère que tous les auditeurs qui regardent en direct et regarderont en rediffusion constateront également la même chose que moi. C'est-à-dire que vous voulez changer les principes sans conquérir l'État, vous voulez communiquer, mais vous ne voulez pas agir. Il faut que la base fasse le travail, mais sans direction du chef. En fait, on nage en fait dans un gloubi-glouba qui est quand même très, très étonnant. En gros, c'est ce que j'appelle la pensée magique. C'est-à-dire que votre chef ne fait rien ou pas grand-chose. Alors, c'est très bien qu'il fasse des œuvres caritatives. On en fait tous. Hein. Après lui, ce monsieur est beaucoup plus riche que moi. On n'en fait pas. Voilà. Arrêtez de me couper, merci. Donc, faire des œuvres caritatives, c'est très gentil. Quasiment tout le monde le fait. Tous les chefs d'État le font. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Comme je vous le dis à l'instant, donc vous m'avez coupé, il est plus riche que moi, donc ses dons sont plus importants. Mais moi aussi, avec mon tout petit salaire, je fais aussi des œuvres caritatives. C'est pas pour ça que Emmanuel Macron fait aussi des œuvres caritatives. Vous voyez, il dépense des millions pour l'Ukraine, pour Mayotte, etc. Donc, bref. Donc, en fait, cette discussion est très intéressante. Parce qu'en fait, je ne suis pas surpris de ce que j'entends. Vous êtes quelqu'un de très sympathique. Très cordial, mais encore une fois, politiquement, ça va pas bien loin. C'est-à-dire que vous voulez pas que le chef de l'État, enfin, vous voulez pas que votre futur chef de l'État montre l'exemple. Vous vous contentez d'une position passive. Vous voulez changer les principes sans conquérir le pouvoir. Donc, comment voulez-vous changer les choses? Donc, encore une fois, il faut être très clair. Il faut être très clair. Si on veut changer les choses, bien évidemment, ça commence par un travail sur soi-même. Ça commence par convaincre ses parents au sens large du terme, sa famille, ses voisins, etc. Et donc, ce travail, il faut que ça vienne par le haut. Voyez, si je fais une analogie avec sans mauvais jeu de mots, ou sans faire d'allusion à quoi que ce soit, avec un triangle, il faut que le haut indique, et après, ça ruisselle. Or, vous, justement, vous êtes dans une optique constamment, en fait, inversée. C'est-à-dire vous êtes dans une optique révolutionnaire. C'est-à-dire que vous pensez que les choses doivent venir par le bas. C'est exactement ce que vous avez dit. Vous pensez que les choses doivent venir par le bas, par une espèce de pensée magique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le militant Louis XXiste, comment il sait que s'il fait le bien ou pas? Comment il sait que ce qu'il fait, c'est conforme à la volonté du chef? Parce que la volonté du chef, elle n'est pas exprimée. Moi, je suis désolé, mais le communiqué que vous avez lu et que j'ai également été voir, n'importe quelle personne de droite républicaine, un peu conservatrice, qui ne sont pas de mes amis, comme par exemple un Rotellio, un monsieur Bruno Rotellio, ou même une madame Marion Maréchal, pourrait tenir exactement le même propos qu'a tenu votre chef. Donc, quelle est la différence? Donc, moi, ce que je dis avant de vous laisser la parole, la politique, c'est du concret, la politique, c'est du réel. La politique ne peut pas être faite par des pétitions de principe, je suis légitime.
La politique, il y a une notion de combat, il y a une notion de convaincre. Alors, bien évidemment, hein, l'idée, c'est pas d'aller dans l'arène républicaine, l'idée, c'est pas forcément d'aller se présenter aux élections, c'est simplement de dire, bah voilà, je propose, j'imprime une marque, je crée un journal, je crée un média, je donne des idées fortes, je me positionne dans le débat politique. Quand il faut réagir à l'actualité espagnole sur son compte Twitter, en langue espagnole d'ailleurs, il le faisait très très régulièrement. Par contre, sur l'actualité française, depuis 20 ans, encore une fois, si ce débat existe, ça montre bien en fait les limites de votre pensée et de votre mode d'action. Et concernant au message que j'ai publié sur mon blog, bon, bah, vous aurez bien compris, comme beaucoup, que c'était un peu un message volontiers, je ne vais pas dire trollesque, mais un peu provocateur, pour montrer effectivement que également dans le côté droite républicaine, ils sont également dans la passe. Mais encore une fois, vous ne pourrez pas changer les choses si vous ne vous emparez pas des choses. Ouais, ça me fait penser à la phrase de « on ne veut pas faire de politique pour ne pas se salir les mains, mais à force de ne pas vouloir se salir les mains, on finit par avoir plus de mains. » Donc, quand vous dites qu'il incarne des principes, moi je suis désolé, il ne les incarne pas. Parce qu'encore une fois, le rôle du chef, c'est quoi? C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. La lumière ne peut pas être mise sous le boisseau. Ce n'est pas en étant 90% du temps en Espagne, à New York, au Venezuela, qui pourra peser sur la politique française. Si, au contraire. Bon, la transition est très bonne. Au contraire, tous nos rois depuis la Révolution française... Est-ce que vous voulez conclure maintenant par 5 dernières minutes? Oui, on va faire ça, allez. Et si ça vous va, monsieur Abed. Alors chacun vous prenez 5 minutes pour conclure et vous essayez quand même de rester sur une note positive pour le débat parce que bon, on a compris les différences idéologiques que vous avez par rapport à cette question. Maintenant, ce serait bien quand même d'avoir un petit propos qui fédère un peu tout le monde. Et voilà, je vous laisse la parole. Très Paul, bien, en premier, monsieur Abed, faire ça. Très bien. Moi, je prends juste 10 secondes pour dire que le fait que les rois de France ne vivent pas en France une fois qu'ils ne sont pas sur le trône, c'est la tradition depuis la post-révolution. Et tous les héritiers au trône de France ont fait un point d'honneur de ne pas vivre en France, ce qui leur donne justement une certaine distance salutaire. Et ce n'est pas au roi de faire les journaux et tout ça. C'est aux journaux, moi j'essaie de le faire à un petit niveau, de relayer ce qu'il dit, parce qu'il dit et il fait, et de l'appeler, de l'inviter et de faire des choses. D'ailleurs, il participe aussi systématiquement à la marche pour la vie. Pour finir, pour conclure, je vais lire une petite déclaration du roi, qui n'est pas mon chef, mais qui est le chef de tout le monde. Oui, aussi pour préciser... je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le pouvoir, je suis tout à fait réaliste, il faudra reprendre le pouvoir. Et que l'exemple doit montrer par le haut, mais il montre l'exemple, il est marié, il a des enfants plus que la moyenne. Et disons que ce qui compte, c'est que c'est... Ouais, je conclue, tu as raison, Paul, merci. Non, c'est pas ça. Là, je pense qu'au niveau du son, tu as été coupé, je pense. Allô? Alors, si tu peux reprendre la citation, oui, tu as été coupé, donc si tu peux reprendre la citation depuis le début, peut-être. Mais vous m'avez entendu jusqu'à où? Dès que tu as commencé à faire la citation, on t'a plus entendu. D'accord, donc en fait, je vais juste répéter parce que je n'ai pas commencé la citation, j'ai juste répondu sur 2 points précis. C'est que la tradition des rois de France après la Révolution française, quand ils ne sont pas sur le trône, c'est de ne pas être en France et aucun roi n'a fait ça. Ça, on a entendu ça. C'est bon, alors j'y vais. Alors, je lis la citation. Alors, c'est simplement une déclaration de Louis XX, qui date de 2020, et pour la Saint-Louis. Et je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de politiques aujourd'hui qui pourraient dire ça. Donc, quelle tristesse de constater que d'année en année, la situation de la France se dégrade, donc c'est en 2021, fort de la responsabilité que m'imposent les 8 siècles de royauté capétienne dont je suis l'héritier. La gravité actuelle de l'état de la France m'amène à m'exprimer en ce jour où l'Église fête Saint-Louis, le modèle des gouvernants. Force m'est de constater que notre pays s'enfonce vers des jours de plus en plus graves, alors que j'aimerais que mes déclarations puissent saluer le renouveau que tous les Français fidèles et qui croient en la destinée de leur pays espèrent de tout leur cœur. Atteinte depuis plusieurs années par une crise morale qui l'a fait douter d'elle-même, de sa mission, de son identité, la France doit aussi subir de nombreuses attaques venues de l'extérieur, tellement diffuses et perverses qu'il est difficile de toujours bien les cerner et de trouver les bonnes ripostes. La difficulté est d'autant plus grande que la vérité n'est plus regardée en face et que les mots sont travestis par l'idéologie au point de perdre leur sens.
Ceux qui résistent vaillamment sans perdre confiance, souvent animés d'une foi profonde, ne suffisent pas à redresser la situation. Pareillement, nos militaires engagés sur de nombreux terrains au-delà de nos frontières constatent que leurs sacrifices et leur abnégation ne suffisent pas isolément à recréer une dynamique de vainqueur. Les combats se gagnent certes sur le terrain, mais c'est d'abord dans les cœurs et les esprits que se forgent les conditions de la victoire qui doit trouver son expression politique. Or, bien souvent, la France donne l'impression que cette volonté n'est plus là. Pourtant, il faudrait peu de choses lui redonner le goût et le sens de la victoire qu'avait la France sûre d'elle-même et de sa mission, et lui rappeler les grands moments de son passé qui demeurent des exemples pour demain. Cet état d'esprit qui pourrait surgir à nouveau si les Français le veulent semble oublié, annihilé. Les élites, depuis la Révolution, n'ont agi que par intérêt. Quand reviendra-t-on au bien commun, à la justice, à la protection des plus faibles? Quand acceptera-t-on de redonner aux mots leur sens et d'oublier qu'il n'y a ni incivilité, ni jeunes sauvageons, mais violence gratuite et nouveaux barbares, sans foi ni loi, qu'il s'agit de combattre et de punir? En effet, chacun de leurs crimes ruine la vie sociale. Or, il est déjà bien difficile pour de nombreux Français déjà confrontés à une situation économique et sociale souvent critique. Or, elle est déjà bien difficile. Pourtant, la dernière crise sanitaire a montré combien nos compatriotes étaient capables de sursaut d'initiative quand l'État ne les oppresse pas, quand il ne les accable pas d'une fiscalité de plus en plus lourde et injuste, puisqu'elle n'assure plus les services publics, même les plus essentiels, quand l'État ne s'attaque pas aux libertés. Les Français, en nombre toujours plus grand, se rendent compte que les institutions ne répondent plus à leurs attentes légitimes. Combien de crises faudra-t-il encore? Combien de sacrifiés pour que les yeux s'ouvrent? Il y a quelques mois, crise sanitaire aidant, des esprits lucides avaient posé la question de savoir si ces événements, dus largement au moins dans leurs conséquences, aux erreurs accumulées qui se traduisent par des centaines de milliers de morts, en France, en Europe et dans le monde entier, n'étaient pas à l'occasion de réfléchir au désordre des dernières décennies. Le beau symbole du jour d'après semblait porteur d'avenir. En réalité, quelques mois après, les mauvaises habitudes ont largement triomphé des bonnes résolutions et les jours d'après semblent encore plus catastrophiques que ceux d'avant. Le vote devant une assemblée quasi déserte de la loi dite bioéthique en est la plus éclatante manifestation. Elle est à la fois contraire à l'ordre naturel et à l'éthique. Je saute, c'était sur l'époque. La société de la peur et des contraintes est aussi désormais celle de la mort planifiée. Quel monde avons-nous devant nous? Quel monde laisserons-nous à nos enfants? Je parle ici comme héritier et successeur des rois de France, mais aussi comme père et époux. Je sais combien de jeunes couples sont inquiets pour l'avenir de la société, l'avenir de leurs enfants, de nos enfants. Heureusement, les siècles d'histoire nous apprennent que les situations les plus terribles ne sont pas irréversibles. La France est sortie d'autres périls, et cela même quand elle a failli perdre sa souveraineté comme au temps de Charles VII. La mission de Jeanne d'Arc l'a sauvée d'un péril d'autant plus éminent que l'ennemi était déjà installé sur notre sol. Celle qui est devenue en 1920 la patronne du patriotisme a sauvé le pays et a restauré la monarchie légitime. De tels exemples doivent nous redonner espoir et susciter de nouvelles initiatives pour reconstruire la France. Puisse Saint-Louis, modèle des souverains et des gouvernants, protéger la France et l'aider à renouveler le sens de sa mission. Voilà, je terminerai avec cela. Lui, duc d'Anjou, des jurés de Louis XX. Est-ce que, monsieur Abed, vous avez un mot pour conclure, peut-être? Oui, alors plusieurs choses très rapidement, parce que c'est important. C'est ce que j'avais dit en début d'entretien. Je ne voulais pas qu'on tombe dans le pathos, ou l'atavisme, etc. Et c'est vrai que tout à l'heure, les évocations du frère aîné qui est décédé, du papa, etc., c'est le côté sentimentaliste qui, moi, me dérange. La question n'est pas de savoir s'il était né pour être roi ou pas être roi. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait pour être justement digne de ce qu'il dit. D'ailleurs, je note également, et c'est pour ça, moi, j'en appelle toujours aux faits. Ce qui fait la force de mon argumentation, c'est qu'elle ne repose pas sur mes idées. Ce qui fait la puissance de ma rhétorique, c'est que ça ne vient pas de moi. C'est simplement les faits et les constats. Comme M. de Lacvivier dit, c'est la tradition politique française, donc après la Révolution, d'être en dehors de France. Constat, on voit bien que sa stratégie ne marche pas pour reprendre le pouvoir. Donc quand M. de Lacvivier nous dit le fait d'être à l'étranger, c'est utile pour la victoire de ses idées, en fait, on voit bien que c'est faux. Et là, encore une fois, moi, j'en appelle aux auditeurs, il y a ceux qui regarderont le débat. Qui parle aujourd'hui entre M. de Lacvivier et moi-même? Qui parle en s'appuyant sur des faits raisonnables? Qui parle en s'appuyant sur des constats objectifs? Moi. Et bien évidemment, la réponse, elle est évidente. Si cette stratégie des rois de France post-révolution, d'être en dehors de la France pour faire de la politique, elle avait été bonne, elle avait donné des bons fruits, et bien aujourd'hui, on n'aurait pas cette discussion. Donc en fait, les faits, toujours les faits. Autre chose qui est très révélateur, M. de Lacvivier nous a une longue déclaration. Alors, je n'ai pas tout entendu, je n'ai pas tout compris, mais ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est que la déclaration date de 2020. On est en 2024, comme s'il n'y a pas de déclaration. Alors, peut-être qu'il en existe, mais là, encore une fois, c'est très révélateur. Vous voyez, tout à l'heure, je parle de la distance physique entre la France et ce monsieur, mais là, il y a même une différence, il y a même un éloignement dans le temps. C'est-à-dire que depuis 2024, il n'y a pas une autre déclaration qui aurait pu être prise, etc. Alors, bien évidemment, ses amis, etc., vont s'empresser
de lui envoyer une déclaration plus récente, mais déjà dans l'état d'esprit de prendre une déclaration de 2020 pour conclure sur un débat de 2024, cette attitude, elle est très révélatrice. Pour finir sur un mot positif, moi, ce que je voudrais dire, encore une fois, et c'est ce que j'ai dit, pas de pharisianisme politique, pas de pharisme juridique, prenons les faits. Quels sont-ils? La mouvance royaliste, au sens large du terme, elle est complètement divisée, elle est complètement éclatée. Et en ce sens, les révolutionnaires, si je peux me permettre, ont bien fait le travail avec le 21 janvier 1793, parce que comme nous l'avons lu dans l'Évangile, comme nous l'avons appris depuis notre tendre enfance, frappez le berger et le troupeau sera dispersé. Aujourd'hui, le troupeau est dispersé. Aujourd'hui, le troupeau est miné par des querelles dynastiques qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens. Si on veut sortir par le haut de cette crise politique interne à la mouvance monarchiste et de cette crise politique, civilisationnelle, migratoire, économique qui frappe la France, il est très bon, il est plus que salutaire, il est essentiel, voilà le terme, essentiel de revenir aux principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, il y en a deux, c'est le catholicisme et le monarchisme. Aujourd'hui, dans le débat public, et c'est malheureux, quasiment personne ne l'incarne. J'ai feuilleté, il y a 2-3 jours, le numéro de Marianne sur les 100 personnalités qui font l'opinion. Je ferai une vidéo là-dessus sûrement. Sur ces 100 personnalités, il y en a peut-être une, peut-être deux grand maximum que je valide à moitié. Donc en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les faits, plus que les pétitions de principe, les constats, plus que les avis personnels. Si aujourd'hui en France, 2024, parmi les 100 personnalités qui font l'opinion médiatico-politique, il n'y a pas un catholique et un royaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. Daguillier travaille mal et que moi aussi je travaille mal. Parce que normalement, en tant que royaliste, on a un patrimoine intellectuel, on a un patrimoine religieux, dans mobilier, etc., qui est magnifique. Et dans les 100 personnalités, il n'y a pas de catholiques et de royalistes. Enfin, peut-être un et demi, on va dire. Donc, à un moment donné, comme je vois le dernier message dans le chat de Flavien, vivre en dehors du pays coupe le prétendant de son peuple. Ben voilà, nous, on est sur le terrain. En tout cas, à Nantes, nous, on est sur le terrain. On est sur le terrain constamment, à temps et à contre-temps, comme dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. On milite. Le combat est difficile, mais vous ne pourrez pas vous en sortir en vous mettant derrière un chef qui n'incarne pas ce qu'il prétend être. Encore une fois, je veux être très précis dans mon propos. On ne demande pas à votre chef ou au futur roi de France de tenir la main, vous voyez, le côté un peu nominaliste. On ne demande pas au chef d'État, au futur chef d'État, de tenir la main d'un journal et d'écrire son petit édito, son petit article. Non, on lui demande justement d'imprimer un cap. Vous voyez, si je reprends une analogie avec le bateau, on ne demande pas à l'amiral de nettoyer le bateau ou de hisser la voile. On demande à l'amiral de maintenir un cap, de faire en sorte que tous les bateaux aillent dans la même direction. Et donc, ce qui fait la force de mon propos, et j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis, c'est simplement parce que je suis lucide sur le constat. Si cette mouvance royaliste allait éclater, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de l'incarnation. S'il n'y avait pas de problème au niveau de l'incarnation, il n'y aurait pas cette discussion et pas ce débat. Et comme ce problème de l'incarnation ne peut pas être réglé pour des raisons juridiques, politiques, dynastiques, d'atavisme familial, d'atavisme romantique, de sentimentalisme, le sensationnel, il faut s'en tenir au principe. Et c'est pour ça, c'est tout le sens de mon combat, c'est s'en tenir aux principes catholiques et monarchistes. La politique n'est pas une affaire de personne. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, cette année, j'ai eu l'occasion de faire 5-6 conférences publiques, et les gens sont toujours étonnés quand je leur dis, mais vous savez, moi, je ne défends pas une boutique. Hein. Je ne défends pas plus Orléans que M. Bourdieu-Martinez, que Mme Marion Maréchal. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je défends des principes. Et c'est ce qui fait, justement, que j'arrive à toucher les gens, parce que ce que je défends, ce ne sont pas mes idées, en fait. Ce sont les idées de la France de toujours. Donc, si on veut gagner, si on veut justement passer à la conquête de l'État, si on veut conquérir le cœur de nos compatriotes, il faut mettre en branle, il faut mettre en action une démarche politique proactive, sans être outrancier, sans être caricatural, sans être excessif et sans se livrer au jeu politico-politicien. Faire de la politique pour la monarchie, faire de la politique pour la royauté, ce n'est pas tomber dans le jeu politico-politicien. Lorsque Henri III brandit les armes contre ses futurs sujets, il n'est pas dans le jeu politique-politicien. Il fait simplement respecter son droit. Or, aujourd'hui, Monsieur de Bourbon-Martinez et toute la suite, dire « c'est moi », on voit bien que ça ne marche pas.
D'ailleurs, les faits sont là. Donc, les principes avant les princes, sortons des querelles de personnes, comme lors du baptême de Clovis, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, brûlons, bien évidemment, symboliquement, les idoles humaines, et arrêtons, enfin surtout, que les Louis XXistes arrêtent de se mettre derrière quelqu'un qui n'agit pas, qui ne fait pas grand-chose, hormis venir une fois de temps en temps prononcer un discours qui n'est même pas écrit par lui. D'accord, les œuvres caritatives, c'est bien, mais encore une fois, on attend autre chose d'un chef. Un chef, ça doit être un marchand d'espérance. Un chef, ça doit être quelqu'un qui donne envie de nous surpasser. Quand on écoute un chef, moi, je ne sais pas si j'écoute un chef demain à la tribune, la chose que j'ai envie de faire quand je rentre chez moi, c'est de faire mon sac et partir à la guerre pour lui. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas ce chef. Et donc, moi, c'est ce que je dis, je finirai là-dessus. C'est pas parce qu'on n'a pas de chef qu'on ne doit pas faire notre travail au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de chef politique pour nous imprimer enfin pour désigner une route qu'on ne doit pas faire son travail. Notre travail, on le connaît. Merci, monsieur Abed. Merci, monsieur Delacvivier. Je pense qu'on va conclure. Voilà, déjà, merci pour la qualité du débat et puis surtout, malgré tout, le respect dans lequel il a été fait et conclu. On va terminer par une petite prière conclusive. Voilà, pour terminer le débat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières ne les méprisent pas dans les nécessités, mais du danger délivre-nous, seul pur, seul béni. Amen. Ça-t-il. Voilà, vous pourrez retrouver, je pense, donc le stream après, voilà, enfin, le débat en streaming sur les deux chaînes et sur Twitter. Merci à tous, vous deux, pour ce débat et voilà, à très bientôt peut-être.